Je n'ai jamais détruit un dosa comme ça avant. Ça a vraiment accroché. Le premier dosa est un désastre. Coupez, coupez, coupez! Radé est une cuisinière très aventureuse. Donc, j'essaie de rendre ça un peu moins aventureux pour les victimes. Pas mon jour pour les dosas, mais ce sera quand même bon. Voilà un dosa bien rond de l'hôtel. Mange et fais... Filmez-la! Pas mal, elle apprend vite, hein? Cette pâte a été spécialement préparée par moi. Qui va le manger? Inévitablement, celle qui est déjà esclave, c'est à elle que je vais devoir le donner. Parce que personne ne dit oui. Est-ce que tu veux que je te l'emballe? Deviens esclave à vie. Le radis est la céréale la mieux adaptée aux femmes que vous puissiez consommer. Donc le millet est une solution, pour notre santé, pour la santé des sols, et pour garantir qu'il n'y ait plus de famine dans le monde, que personne ne meure de faim. À nous de jouer. Namaskaram, c'est l'année du millet. Eh bien, on utilise le millet depuis notre enfance, mais maintenant, il est important d'en faire profiter l'ensemble de la population, le monde entier, d'une façon ou d'une autre, parce que c'est très important pour la santé humaine à grande échelle, qui est devenue un grave problème, et les carences nutritionnelles parce qu'on ne consomme qu'une seule céréale, et la gigantesque pandémie de diabète qui a lieu partout dans le monde, en particulier en Inde. L'aspect le plus important, c'est que les cultures de millet sont bien mieux pour régénérer les sols que le riz et le blé, qui sont devenus les céréales de base consommées partout dans le monde. Le millet va faire une grande différence. Ce n'est pas une culture qui requiert beaucoup d'eau, contrairement aux rizières et au blé. Les deux sont essentiellement des cultures de delta, elles auraient dû le rester. Le riz n'était cultivé que dans les zones de delta où il y avait naturellement une certaine quantité d'eau stagnante, et les gens l'utilisaient, et dans les marais et des choses comme ça. Mais aujourd'hui, nous irriguons abondamment les terres pour y arriver. Cela ne fait pas que consommer de l'eau. Cela détruit aussi les sols de bien des façons. Consommer du millet, à la fois pour la santé humaine et la santé des sols, va faire une différence fantastique. Ma fille, Radé, vivant à Chennai, elle ne mange que du riz. Tout ce que tu manges, idli au riz, dosa au riz, pongal au riz, du riz, du riz, du riz, c'est ça Chennai. Donc j'essaie de l'habituer à consommer du millet. Et bien entendu, c'est une cuisinière très aventureuse. Je veux dire, pour ceux qui mangent, c'est un peu aventureux. Donc, j'essaie de rendre ça un peu moins aventureux pour les victimes. Et ceci est un dosa au radis. Le radis est une céréale très importante du sous-continent. Et en particulier, vous savez, quand on était jeune dans le Karnataka, elle était consommée quotidiennement partout, mais quelque part, elle a eu mauvaise presse. Que c'est une nourriture de pauvres et qu'elle ne vous apporte aucun prestige social, mais elle vous donne la santé, le bien-être et vous nourrit. Je dois vous le dire à toutes, les femmes du monde, je dois vous dire que le radis est la céréale la mieux adaptée aux femmes que vous puissiez consommer. Ce millet est fantastique pour les femmes. Il a la teneur en calcium la plus élevée de toutes les céréales et aussi une très forte teneur en fer, qui est un problème. Une chose, c'est que dans le monde entier, il y a de très hauts niveaux d'anémie partout dans le monde, en particulier chez les femmes. Il y a aussi un problème de porosité élevée des os à certains stades de la vie d'une femme, et le radis peut faire une immense différence dans les deux cas. Donc, la plupart des repas, je crois, à moins que vous ne mangiez qu'avec des applications de livraison,
Je crois que les repas à la maison sont encore essentiellement préparés par des femmes, et elles doivent choisir ces céréales et s'assurer que tout le monde mange ça. Ce n'est pas que ce n'est pas bon pour les hommes, c'est bon pour tout le monde. Mais ce que je dis, c'est que ça a des avantages spécifiques pour une femme, parce que certaines carences alimentaires dans certains domaines sont devenues un problème, parce qu'on ne consomme qu'une seule céréale. Et tout le monde n'est pas capable de très bien gérer certains autres aspects de l'alimentation. Pour tout cela, le ragi peut faire une immense différence. Aujourd'hui, en Inde, le gouvernement indien a créé ce mot, qui est un mot merveilleux issu de la tradition, mais qu'il ramène dans l'usage courant, c'est Shri Anna. Et ici, au centre Isha Yoga, au moins 5 jours par semaine, tout le monde consomme du millet. Et nous encourageons aussi les agriculteurs locaux et les coopératives agricoles à produire du millet. Et la consommation augmente lentement tout autour de nous aussi, mais cela doit avoir lieu dans tout le pays pour une population en bonne santé, et dans le monde entier pour une humanité en bonne santé. J'espère que ce dosa, en général, le premier dosa est un désastre. Coupez, coupez, coupez! Le millet prend du temps à cuire. Il cuit un peu plus, au moins sous cette forme, un peu plus que le riz, mais il fait beaucoup plus. C'est une céréale à libération très lente, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de pic de sucre si vous mangez du millet. Il libère ses glucoses très très lentement. Donc en particulier ceux qui ont des problèmes de diabète, dont la vie est menacée par le diabète, le ragi et les autres millets aussi font un travail fantastique. Pas mal, elle apprend vite, hein? We used to travel a lot in Karnataka. We used to eat a lot of ragi mudde on the road, but you don't find that so much anymore. And also, it used to be very soft and easy to eat, but now when you get ragi mudde in most places, it's like you can't eat it. So, is it a question of cultivation or is it just a question of cooking? Non, la cuisson, les gens ont perdu l'habitude. Maintenant, ils font des cuiseurs, comme un rice cooker. Ils font des cuiseurs de boulettes de ragi dans lesquelles vous pouvez les cuire. C'est ce que j'ai entendu, je n'en ai jamais vu. Mais préparer des boulettes de ragi demande un peu de travail et il faut vraiment, comme les pétrir. Pendant la cuisson, il faut pétrir la pâte, comme il faut, autrement ça ne marche pas très bien. Mais aujourd'hui, vous allez voir, je vais vous faire une rôti au ragi, qui est très savoureuse et facile à faire comparé aux boulettes. Mais les boulettes de ragi uniques, en ce qui concerne la façon dont elles sont mangées, il n'y a que dans le Karnataka que les gens savent les manger. Dans le Tamil Nadu, les gens les mélangent comme du riz et les mangent. Mais au Karnataka, on en fait de petites boulettes qu'on trempe dans du curry. Et on les avale juste comme ça, en les ayant un petit peu mâchés. Donc c'est une façon de manger unique. Cette façon de manger est très bonne pour ceux qui travaillent dans les fermes, parce que le ragi, comme je l'ai déjà dit, est un millet à libération lente. Donc si vous le mangez comme ça, vous le trempez juste dans un curry vert, ou tout autre curry que vous avez préparé. Le truc, c'est que, comme vous ne l'avez pas mâché, la libération devient encore plus lente. Donc si vous mangez une boulette de ragi, disons au brunch, une grosse boulette de ragi au brunch, toute la journée vous labourez, travaillez au champ, 8 heures de travail, elle va vous faire tenir sans sensation de faim ou de faiblesse, parce que la libération des sucres est très lente. Donc c'est quelque chose qu'ils ont développé en sachant que, si vous la mâchez, vous allez digérer plus vite. Donc ils les préparent pour que ça fasse des petites boulettes qui sont avalées comme ça. Donc, les gens qui doivent travailler en plein air, et vous n'avez pas accès à de la nourriture quand vous voulez, tout ça, ce sont des choses qu'ils ont découvertes via leurs propres observations. Eh bien, voilà une rôti au ragi. Vous avez besoin d'un morceau de feuille de bananier. Vous pouvez aussi le faire sur ce qu'ils appellent du papier sulfurisé. Mais l'important, c'est que vous prenez de la farine de ragi, vous la faites juste un peu cuire à la vapeur comme vous le feriez, même sur une plaque à idli, vous pouvez le faire, juste un peu à la vapeur. Et ensuite,
vous pouvez ajouter des choses pour le goût. Dans celui-ci, il y a de la coriandre, si vous voulez, vous pouvez ajouter des oignons, de la noix de coco râpée, des piments coupés très finement suivant vos goûts, et bien entendu un peu de sel, et boum, vous avez un super petit déjeuner. Ou déjeuner ou dîner, ce que vous voulez. Une petite mise en garde pour vous tous qui regardez ça. Cette pâte a été spécialement préparée par moi avec un goût incroyable en bonus. Donc, je dois vous prévenir que si vous mangez cette rôti au raggi, vous pourriez devenir mon esclave à vie. Donc je vous préviens juste à l'avance. À moins que vous ne soyez prête à cela, ne mangez pas ma rôti au raggi. Qui va le manger? Qui veut devenir esclave? Personne ne dit oui. Donc... Inévitablement, celle qui est déjà asservie, c'est à elle que je vais devoir le donner, parce que personne ne dit oui. Ça se mange avec un chutney rouge. Deviens esclave à vie. Donc voici les différents types de millets qui sont cultivés dans la région: ragi, samé, sajé, varagu, kambu. Tout ça, ce sont les noms tamouls, dans chaque région, ils ont leur propre nom. Donc voici un ensemble de 6 variétés de millets. Et si vous ne savez pas encore comment cuisiner et préparer tout ça, vous pouvez juste les cuire et les manger comme du riz, ou vous pouvez en faire une chapati. Mais il y a un autre package qu'on appelle le Sanjivini, qui contient 14 ingrédients avec tous ces millets, diverses légumineuses et graines, et aussi de la noisette et des choses comme ça. 14 ingrédients qui en font un régime complet en soi. Vous pouvez simplement le faire bouillir dans de l'eau et le boire, ou vous pouvez en faire une rôti et la manger, ou vous pouvez le manger sous de très nombreuses formes. Donc, pour ceux d'entre vous qui voulaient un repas tout prêt, ça existe aussi. Derrière tout ça, l'idée c'est que nous devons réintroduire le millet dans le monde, de façon importante, pour une consommation à grande échelle, si nous voulons vraiment régénérer les sols. Et aussi améliorer la santé humaine de bien des façons, parce que quand les nations se développent et s'enrichissent, elles dépensent d'incroyables sommes d'argent pour la santé. Il ne devrait pas en être ainsi, parce qu'une fois qu'une nation devient riche, à la fois votre alimentation et votre style de vie sont un choix. Quand vous pouvez choisir votre alimentation et votre style de vie, en général, vous n'avez aucune raison de tomber malade. Vous devriez gérer la chose. Mais malheureusement, plus une nation devient riche, plus ils deviennent malades. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on essaie d'introduire le millet dans l'alimentation de chacun. Et l'intérêt fondamental, c'est que les sols doivent être en bonne santé. Le renouveau des sols, la régénération des sols dans le monde, ferait un grand pas. Si au moins 50 à 60% des céréales que l'on consomme deviennent des millets. Et très facilement, dans n'importe quel type de conditions climatiques et atmosphériques, on peut faire en sorte qu'il n'y ait plus de famine dans le monde, si l'on cultive vraiment le millet à grande échelle, et qu'on s'assure que chaque région du monde en a, et qu'on change un petit peu nos habitudes alimentaires. Si l'on fait ça, on peut s'assurer que les douloureuses famines auxquelles on assiste régulièrement dans le monde n'aient plus lieu. En ce moment, les aliments sont cultivés à un endroit, mais ils les mangent 5000 km plus loin. Ça ne devrait pas être comme ça. La nourriture de base doit être cultivée là où sont les gens. Et le millet est la réponse à cela. Parce que dans n'importe quelle condition, conditions des sols et conditions atmosphériques, ou conditions climatiques, vous pouvez cultiver le millet. Avec très peu de ressources en eau aussi, vous pouvez faire pousser du millet. Donc le millet est une solution pour notre santé, pour la santé des sols, et pour garantir qu'il n'y ait pas de famine dans le monde, que personne ne meure de faim. À nous de jouer. De toutes les choses, une cacahuète, vous savez? Je suis particulièrement féru de cacahuètes parce que il fut un temps dans ma vie où je ne vivais que de cacahuètes et de bananes.
Parce que ça contient tout ce dont vous avez besoin. Juste des cacahuètes trempées, une poignée, ça de cacahuètes trempées pendant la nuit, une banane. Toute ma journée passait, et parfaitement actif, plus actif que ce que la plupart des gens peuvent jamais imaginer. Ça a tout pour vous nourrir. C'est un aliment complet en soi. Si vous la trempez pendant plus de 6 à 8 heures, ça retire certains aspects qu'on appelle pitta. Vous savez ce qu'est pitta? Les médecins allopathes ne s'intéressent pas à ça, mais l'Ayurveda est basé là-dessus. Ushna, Shitta et pitta. Ça enlève le pitta. Et prendre cette cacahuète trempée, bien la mâcher et la manger. Veillez juste à ce que ce ne soit pas je ne sais quelle bêtise génétiquement modifiée. Une chose, c'est que elle pourrait être génétiquement modifiée. Il ne déclare plus ce qui est modifié, ce qui ne l'est pas. Une autre chose, c'est que vous pompez des engrais et pesticides à tel point que la cacahuète n'est plus une cacahuète. Veillez juste à ce que ce soit quelque chose de plus bio. Si vous voulez petit déjeuner, vous voulez une recette. Prenez une poignée de cacahuètes, faites-les tremper dans l'eau pendant 6 à 8 heures, mettez-le dans le mixeur. Si vous voulez ajouter des fruits, vous ajoutez une banane, ce que vous voulez. La banane va bien, vous pouvez ajouter n'importe quel fruit. Si vous voulez ajouter du miel, 2 minutes. Vous avez un excellent petit déjeuner qui est prêt, ça ne prend que 2 minutes de le faire. Et si vous voulez que ce soit un peu plus liquide, ajoutez-y de l'eau et buvez-le simplement. Si vous le voulez comme du porridge, rendez-le épais et mangez-le. Vous verrez, ça va facilement vous faire tenir pendant 4 à 5 heures, et c'est très nutritif. Si vous respirez la fraîcheur de l'air, comment est-ce qu'elle vous parvient? Neurologiquement, ça se déplace quasi instantanément. Mais il y a un autre système, au-delà de votre système neurologique. Le bien-être du système neurologique, une fois qu'il pénètre plus profondément, être assis ici dans un état de félicité devient une chose normale. Pourquoi la plupart des êtres humains luttent-ils même pour connaître un peu de paix ou de joie dans leur vie? Pourquoi la plupart des êtres humains ne sont-ils pas capables d'en faire leur qualité? Je sais que trop de philosophies ont été dites, mais regardons cela techniquement. Pourquoi est-ce que ça n'a pas lieu, quelque chose d'aussi simple? Donc, toutes les expériences de la vie, comment entrent-elles en nous? Si vous respirez la fraîcheur de l'air, comment est-ce qu'elle vous parvient? Neurologiquement, ça se déplace quasi instantanément. Si vous mangez ou goûtez quelque chose d'agréable, ou regardez quelque chose d'agréable, ou entendez quelque chose d'agréable, essentiellement, en premier, ça touche votre perception sensorielle. À partir de là, quasi instantanément, le système neurologique le transmet à votre cerveau et crée une expérience agréable ou une expérience désagréable. Cet aspect agréable de l'expérience ou désagréable de l'expérience ne dépend pas entièrement du stimulus venant de l'extérieur. En partie, oui. Ça dépend aussi de comment vous êtes à cet instant. Vous êtes d'une humeur frustrée et dérangée, quelqu'un joue de la belle musique. Oui ou non? Quelqu'un joue de la très belle musique. Ça vous met encore plus en colère. Donc on doit comprendre que
Cela a deux aspects. L'un, c'est la nature du stimulus. L'autre, c'est comment on est en ce moment. Ce qui veut dire, quelles sont nos impressions? Quel est notre samskara? Quelle est notre substance karmique? Donc, quand tout coopère, et que du bien-être a lieu, vous regardez le lever du soleil, au lieu d'être irrité, « Oh mon Dieu, un jour de plus », vous ressentez « Waouh, c'est beau ». Vous vous sentez merveilleusement bien. Maintenant, c'est bien. Parce que le stimulus neurologique, le stimulus, quand il touche l'organe sensoriel, de là, neurologiquement, il se déplace quasi instantanément et fait des choses. Mais il y a un autre système, au-delà de votre système neurologique, qui est le pranamaya kosha, qui est aussi élaboré, si ce n'est plus élaboré, que le système neurologique. Mais il bouge. Je dirais 100 fois ou plus lentement que le système neurologique. Si vous restez sur le bien-être de l'expérience, le bien-être neurologique qui a lieu, comme vous regardez le lever du soleil, et que vous vous sentez bien, habituellement, waouh! Ok? Ou autre chose, ou quelque chose. La plupart des gens ne restent pas sur le bien-être de l'expérience qui a lieu. Ils vont partir dans tous les sens. Donc, si vous restez sur un certain bien-être, un bien-être neurologique, j'essaie de séparer ces deux choses, par manque de vocabulaire en anglais. Disons que vous avez regardé le lever du soleil, et vous vous êtes senti merveilleusement bien un instant. Cet instant est un bien-être neurologique, ou un bien-être sensoriel. Pour qu'il se mette à faire partie de votre énergie vitale, vous devez rester dessus. Vous devez rester sur cette expérience. Vous devez être capable d'y rester. Parce que c'est au moins 100 fois plus lent en l'absence de mesure exacte, je dis au moins. Donc si vous êtes capable de rester sur n'importe quelle expérience, normalement, si vous pouvez y rester 24 minutes, n'importe quelle expérience de douceur, même si c'est le goût, l'odorat, la vue, l'ouïe, si vous faites ça, le bien-être du système neurologique, une fois qu'il pénètre plus profondément dans le système pranique, alors être assis ici dans un état de félicité devient une chose normale. Les expériences sensorielles, si vous restez avec elles, cela va devenir votre qualité. Ce n'est pas que vous devez créer de la félicité. Les processus de l'extase n'ont jamais été écrits. Ce n'est qu'en présence d'un certain être que ces choses ont lieu. Les yogis ont de nombreuses façons de le faire. Certains nadis dans le système, si vous les activez, vous allez être extatique. Si cette humanité déborde, alors la divinité va venir vous chercher. Cette question est de José. J'ai fait ingénierie intérieure en ligne et je vis en Amérique du Sud. J'aimerais vraiment être initié à Shambhavi et je pensais que je ne pourrais pas faire l'initiation car je ne peux pas voyager. Et je pensais que l'initiation ne pouvait se faire qu'en présentiel. La semaine dernière, vous avez mentionné que vous pouviez même nous initier en ligne.
Cela m'a rempli de joie, car tant de gens qui y aspiraient ont maintenant cette opportunité, où qu'ils soient. Mais si je puis me permettre, qu'est-ce qui a changé? Par-dessus tout, comment m'assurer de recevoir cela aussi intensément que si j'étais en présentiel? Je ne veux pas passer à côté. Eh bien, rien n'a changé, José. Et de toute façon, on n'initie pas en ligne. Il n'y a pas d'initiation hors ligne et d'initiation en ligne. Le processus d'initiation, en particulier pour Shambhavi, est plus comme une consécration d'une forme humaine. Ou si on veut l'exprimer en termes plus mécaniques, vous avez entendu que de nos jours, beaucoup de moteurs ne sont plus à induction, mais la plupart des moteurs électriques sont des moteurs à induction. Ça veut dire qu'il y a un processus d'induction. Bien qu'il y ait de l'électricité, bien qu'il y ait un mécanisme, ça ne fonctionne quand même pas à moins qu'il y ait une induction. Donc c'est comme une induction. Est-ce que ça a lieu hors ligne ou en ligne? Ça n'a rien à voir. Comme je l'ai répété bien des fois, probablement, j'ai initié plus de gens que je n'ai jamais vus dans ma vie que de gens que j'ai vus. Ça ne veut pas dire que je les ai initiés en ligne, ça date de bien avant l'arrivée du « en ligne », ça a toujours eu lieu. L'important, c'est juste ça. Tous les programmes physiques qu'on fait, ou maintenant les programmes en ligne qu'on fait, essentiellement, il s'agit de frapper à votre porte. Combien il vous faut de coups sur la tête, ça varie d'une personne à l'autre. Il fut un temps où nos initiations étaient longuement préparées. On faisait un programme de 13 jours à préparer les gens à être initiés, parce que c'était un autre type d'initiation qui maintenant a lieu dans un second programme sous la forme de Shunya. À cette époque, le programme de base c'était Shunya. Donc on avait besoin de 13 à 14 jours. Sans ça, on ne pouvait pas le faire parce que on avait besoin de ce niveau d'ouverture. Tous les programmes, on peut voir ça comme ça, tous les programmes sont juste un coup à la porte. Quand on... Voyez, si on veut vous faire ouvrir la porte d'entrée, mais certains d'entre vous regardent par le trou et disent « Qui c'est ?» Je dis « Non, c'est Sadhguru. » Qu'est-ce que tu veux? Non, je ne veux pas rentrer chez toi, mais ouvre juste la porte. Si tu ouvres juste la porte, je vais m'en aller. Non. C'est qui ce type qui demande d'ouvrir la porte? Qu'est-ce que tu veux? Non, je veux rien. Là, tu es vraiment dangereux. Tu ne veux rien. Vous devez comprendre ça. Ceci est la nature des dimensions au-delà du physique. Dans le domaine physique, tout est transactionnel. Tu donnes ça, je donne ça. Tu prends ça, je prends ça. C'est un monde de donnant-donnant, qui a son utilité, qui a ses plaisirs et sa beauté. Mais le monde transactionnel est une chose, le monde transformationnel est d'une autre nature. Donc, l'initiation est une transmission. Sans transmission, il n'y a pas de transformation. Et une transmission n'est pas une transaction. Un enseignement est une transaction. Quelque part, c'est une transaction. Donc, les programmes que vous avez suivis sont comme des transactions. Tu t'assois là, je te parle, tu poses une question, je te réponds, et tu poses encore une question, je te réponds, du coup tu poses une autre question, oh, combien vous en avez posé? Je fais preuve d'un tel enthousiasme à m'emparer de chaque question et à taper dans la balle à chaque fois, avec un enthousiasme entier, pas parce que je pense que c'est une super question, c'est une question stupide. Mais je sais que c'est comme ça
que vous ouvrez votre porte, c'est votre code. Je dois faire... Alors vous ouvrez la porte. Qui c'est? Une voix familière. Vous allez ouvrir la porte. Une voix inconnue, peut-être que c'est Dieu, mais vous n'allez pas ouvrir la porte. Comme vous êtes comme ça, on a des programmes et plus de stupides programmes. Ce virus, pouf, disparu. Tous les programmes ont disparu. Donc maintenant, on attend juste que cette menace constante de mort, et vous savez, comme l'a dit Alama, une fois que l'argent est dans votre tête, on ne peut pas vous parler. J'espère que l'argent va rester dans votre poche, c'est nécessaire, mais peut-être qu'il va sortir de votre tête, parce que vous avez de l'argent à la banque, mais vous ne pouvez pas voyager, vous ne pouvez pas dépenser quoi que ce soit. Donc lentement vous réalisez, lentement vous devenez partant. Au fur et à mesure que vous devenez partant, frapper à la porte devient de moins en moins pertinent. La transaction d'un enseignement et d'essayer de vous rendre partant va devenir de moins en moins pertinente. Ça, je l'ai découvert, vous savez, de façon très crue et douloureuse. J'ai réalisé ça la première fois que je suis allé faire un programme dans une prison. Maintenant, c'est obligatoire dans le sud de l'Inde. Ça a lieu dans toutes les prisons, même pendant cette pandémie. Nos enseignants font les programmes en ligne dans les prisons du sud de l'Inde. On en a fait quelques-uns ici aussi aux États-Unis. Quand j'y suis allé, j'ai réalisé que j'ai annoncé un programme de 10 jours, pensant que j'allais faire un programme simple et basique. En pensant que, comme la plupart des gens dans les prisons, beaucoup d'entre eux ont... Vous savez, ils ont presque tous abandonné l'école, 90% d'entre eux, beaucoup d'entre eux n'ont jamais été à l'école. La langue, tous ces problèmes, à quel point peuvent-ils comprendre? Mais quand j'y suis allé, ce que j'étais censé enseigner en 10 jours, je l'ai fait en 2 jours. Ensuite, que faire? J'ai fait Bhava Spandana en 2 jours de plus, j'ai fait Samyama directement, tous ces programmes qui ont lieu en différentes étapes pour les gens libres, qui s'emprisonnent eux-mêmes. Pour les prisonniers, j'ai pu tout faire en quelques jours. 6, 7 jours, tout fini. Après ça, on était juste ensemble à profiter de la compagnie de chacun. Et une ambiance absolument joyeuse et fantastique là-bas en l'espace de 10 jours. Tous les programmes se sont terminés rapidement parce que il n'y avait pas besoin de frapper. Le seul problème dans la prison, c'est que la porte n'est pas ouverte. Quelqu'un d'autre l'a fermée. À la maison, c'est vous qui l'avez fermée, donc vous ne réalisez pas. Dans votre cœur, c'est vous qui l'avez fermée, donc vous ne réalisez pas. Dans votre mental, c'est vous qui l'avez fermée, donc vous ne réalisez pas. Quand quelqu'un d'autre a fermé la porte sur vous, la seule chose que vous voulez, c'est une porte ouverte. Oui ou non? La seule chose que vous voulez dans votre vie, c'est une porte ouverte. C'est ce que j'ai réalisé avec les prisonniers, les condamnés. Si vous regardez les choses qu'ils ont faites, ils ont fait des choses terribles. Mais ils sont devenus un matériau spirituel absolument fantastique pour la transmission. Boum, c'est passé comme ça. Encore aujourd'hui, ils nous écrivent des poèmes, il y a des programmes depuis plus de 20 ans maintenant dans les prisons. Beaucoup d'entre eux qui sont là à vie ou... En Inde, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont dans le couloir de la mort et attendent depuis plus de 10 ou 15 ans. Leurs vies sont complètement transformées. Parce que ouvrir la porte était la seule chose qu'ils voulaient. Maintenant, vous faites très attention quand il s'agit d'ouvrir la porte. Quand la mort frappe, pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, maintenant, ouvrir la porte devient naturel. Donc, ça c'est un aspect. Un autre aspect, c'est la partie préparatoire. La préparation, d'un côté, elle est au niveau du corps, et nos enseignants, nos Ishangas, vont la faire en petits groupes en ligne, en prenant bien plus de temps. Ce qui était fait en environ 3-4 heures sera fait de façon bien plus élaborée pour s'assurer que les pratiques préparatoires sont comprises.
Et frapper, on va vous frapper plus qu'on ne le faisait quand on était en présence physique. On regarde, au niveau technologique, on explore encore diverses méthodes, grâce auxquelles une centaine de participants pourraient être supervisés par un volontaire pour veiller à ce qu'ils soient tous concentrés. Leur parler pose des problèmes. Restez concentrés, n'allez pas aux toilettes maintenant. Vous devez voir ça, c'est incroyable. Après avoir participé à 7 jours de programme, on leur dit sans arrêt, « Voyez, tout ce cirque, c'est juste pour vous initier. » Pile au moment de l'initiation, juste comme ça, quelqu'un se lève. Quoi? Un volontaire l'arrête? Quoi? Je veux aller aux toilettes. Mais vous venez juste d'y aller. Non, je veux y retourner. C'est ce qui s'appelle le karma. Parce que, à l'intérieur, vos compulsions vous dominent. Maintenant, on n'a pas à s'occuper de ces obscénités. Si vous allez aux toilettes, vous y allez, d'accord? C'est juste que ça ne va pas passer, c'est à vous de voir. Si c'est votre choix, moi ça me va. Donc, l'ouverture, pour créer l'ouverture nécessaire, on fait beaucoup de choses. Si vous vous asseyez là, maintenant que vous êtes au Pérou, c'était quoi, le Pérou? Maintenant vous êtes au Pérou et vous avez soif, vous n'êtes pas un problème, je suis sûr que vous allez venir vous asseoir 10 minutes avant moi. Attendre. Si vous êtes comme ça, vous n'êtes pas un problème. Je ne vous initie pas en ligne, je vous initie juste individuellement en tant que personne. C'est comme ça que ça a toujours été fait. Il n'y a pas de hors ligne, en ligne. Une initiation est une transmission directe. C'est comme ça que ça aura lieu, et ce sera aussi efficace qu'à chaque fois. La seule chose, c'est que votre famille, vos animaux, vos enfants, votre mari, votre femme doivent être tenus à l'écart. Soyez absolument là avec le processus. On va veiller à ce que ça marche merveilleusement bien, sans que votre voisin crie, sans qu'il vous tombe dessus, sans qu'il se passe autre chose dans la salle bondée. Tous ces problèmes disparus. Juste vous, c'est comme ça que ça doit être. À vrai dire, c'est la situation idéale. Si vous êtes absolument ouvert, à vrai dire, c'est une bien meilleure situation qu'une assemblée de 5 à 10 000 personnes. 5 à 10 000 personnes, il y a beaucoup de problèmes qui sont difficiles à gérer. Maintenant, je pense que ce sont des jours meilleurs en ce sens. Vous êtes assis tout seul, vous avez soif. Si vous n'avez pas soif, vous êtes dans la salle de bain. Ça va. Ça va merveilleusement bien marcher.